trop commencer. Commencer? C'est comment? Tu m'as envoyé un mail, Jacques. Je peux peut-être commencer par le relire. En ce qui concerne, je te lis. En ce qui concerne ta question sur les horaires de répétition, d'accord pour le lundi 21 mars 20h à la Maison de la Poésie, on aura le plateau. Comment bien mener la lecture? On ne sait pas encore. Mais parmi les certitudes, celle d'une certaine économie s'impose. Réduire. Il n'empêche, il a bien fallu tourner des pages et beaucoup avant d'arriver à tel choix. Leur souvenir doit rester visible en loin. Et puis il faut aider le spectateur et pointer du commentaire la sensibilité particulière de l'auteur, qui ne va pas dans la brisée du temps, ni formelle, ni thématique. Et toujours cette certitude perceptible. Il ne veut pas désespérer, ne pas noircir le déjà noir. Il ne vient pas nous alarmer, ni sauvegarder d'ultimes vestiges. Il est présent, jusque dans ces pages de la clarté Notre-Dame. Il faut commencer par dire, c'est que on est à Grignan. On n'est pas à la maison. Les gens, ils ont fait l'effort de venir jusqu'à la Maison de la Poésie. Bon, ils peuvent bien faire l'effort maintenant d'aller jusqu'à Grignan. Voilà, pas à Manosque, l'autre festival, à Grignan, mais à Grignan, où, jusqu'à une période récente, on aurait pu croiser dans la rue Monsieur Jacotet, une sorte d'Indien local, très vieil Indien local, dromois, hein, issu des tribus autochtones, puisqu'il était là depuis 1953. Je dirais un guerrier, un pareil guerrier. Et il faisait partie du village. Voilà. Poète de la Pléiade, enfin, publié à la Pléiade de son vivant. Parce que, le poète publié il n'y en a pas beaucoup qui y sont arrivés. René Char. À peine aux autres, ils gâchent la place. René Char. René Char. Le seul être. Et donc, nous, pour travailler, on a plongé, alors pas dans la Pléiade, moi je choisis une Pléiade de poche plus simple de l'encre à la clarté, et voilà qu'apparaît tout d'un coup, au moment de sa mort, en février 21, un mois plus tard, un supplément à la Pléiade, un prolongement inédit qui me stupéfie, La clarté Notre-Dame. Je veux dire, livre visionnaire ou comment a-t-il pu imaginer l'incendie neuve? Non. Donc, j'ouvre La clarté Notre-Dame au lieu de suivre mon montage. Note du 19 septembre 2012. 87 ans alors. Ne pas oublier ce printemps, la petite cloche des vêpres à la clarté Notre-Dame, d'une incroyable limpidité dans le grand paysage gris et silencieux, vraiment comme une espèce de parole, d'appel ou de rappel, un tintement pur, léger, fragile et pourtant net dans la distance grise de l'air. Un tintement pur, léger, fragile et pourtant net dans la distance grise de l'air. Entre parenthèses, en effet, cela, je dois le garder vivant comme un oiseau dans la paume de la main, préservé pour un essor encore possible si l'on n'est pas trop maladroit ou trop las, ou si la défiance à l'égard des mots ne l'emporte pas. Ça, c'est dans la carte. J'ai un petit courrier pour Philippe Jacotet, 12 rue de la Glacière, 26 230 Grignan. Je peux. Cher Philippe, je vis avec vous, très lentement, avec votre dernier livre, très lentement,
par à-coups même, comme si en longeant un trottoir, on tombait sur sa propre vie quotidienne, un trottoir intérieur. Je n'ai pas quitté votre livre depuis 1 mois et j'en épelle d'autres. J'arrive mal à mettre de l'ordre dans mes idées. L'effet de votre lecture a été de tout réveiller au hasard. Ce dont je m'approche aussi chez vous, ce sont les rêves, les bêtes invisibles qui boivent l'eau invisible. Une de vos remarques s'interprète en moi curieusement. Vous dites, je crois bien que mon désir serait tout bêtement d'être éternellement mortel. Éternellement mortel. C'est la mort qui nous fait parler, constatez-vous. Et vous écrivez, la parole elle-même est un mouvement de l'air venu à nous dans la nuit, comme le parfum d'un cerisier invisible. Je suis troublée, inquiète et enivrée. C'est toi qui l'as écrit? Oui, non. Je l'ai volé à Maurice Chapas. Ah, disons que c'est lui qui l'a écrit en premier. Qui c'est Maurice Chapas, un poète? C'est un poète suisse, né en 1916. Je suis troublé, inquiet, enivré. Petite phrase. Petite phrase, toi. Petite phrase. Ce qui pourrait encore en valoir la peine, quelques paroles brèves, sans aucun vibrato. À partir du rien, là est ma loi. Tout le reste, fumée lointaine. Peu de choses, rien qui chasse. L'effroi de perdre l'espace est laissé à l'âme errante. Mais peut-être plus légère, incertaine qu'elle dure est-elle, celle qui chante avec la voix la plus pure les distances de la terre. Peu de choses, rien qui chasse, l'effroi de perdre l'espace laissé à l'âme errante. On est parti dans les poèmes. Va. Ouais. C'est bien de patiner, mais tu peux en lire un autre. On a le temps maintenant. Faut lire on va pas rester sur les petites phrases, on développe un poème. Patine. Mais tu voulais le redire. Ah, Mais peut-être, peu de choses, rien qui chasse, l'effroi de perdre l'espace et laisser à l'âme errante. mais peut-être plus légère, incertaine qu'elle dure est-elle, celle qui chante avec la voix la plus pure les distances de la terre. J'ai pris dans le début, dans l'ignorant, la veillée funèbre. On ne fait pas de bruit dans la chambre des morts. On lève la bougie et les voix s'éloigner. J'élève un peu la voix sur le seuil de la porte. Je leur dis quelques mots pour éclairer leur route. Mais ceux qui ont prié, même de sous la neige, l'oiseau du petit jour vient leur voix relayer. Mais ceux qui ont prié, même de sous la neige, l'oiseau du petit jour vient leur voix relayer. Et plus tard, un autre poème, autrefois, moi, l'effrayé, l'ignorant, vivant à peine, me couvrant d'images les yeux, j'ai prétendu guider morts, mourants et morts. Moi, poète abrité, épargné, souffrant à peine, aller tracer des routes jusque-là, à présent, lampe soufflée, main plus errante qui tremble, je recommence lentement dans l'air. Autrefois, moi, l'effrayé, l'ignorant, vivant à peine, me couvrant d'images les yeux,
j'ai prétendu guider mourants et morts. Parler est facile, et tracer des mots sur la page en règle générale est risquer peu de choses. Un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible, on a pu même demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse. Tous les mots sont écrits de la même encre. Fleurs et peur, par exemple, sont presque pareils. Et j'aurais beau répéter 100 du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moins blessée. Aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur, qu'on ne comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant, au lieu de se risquer dehors et de faire meilleur usage de ses mains. Trop facile de jongler avec le poids des choses, une fois changé en mots. Assez. Oh, assez. Depuis, détruis donc cette main qui ne sait plus tracer que fumer et regarde de tous tes yeux. Le fait que l'on ne peut dire n'importe quoi est chose à mes yeux très mystérieuse et très réconfortante. J'aurais voulu parler sans image, simplement. Ça, c'est un truc qui m'a laissé, mais je tombe sur cette phrase. Il est poète quand même. Il commence sa déclaration en disant « J'aurais voulu parler sans image, simplement... » J'aurais voulu parler sans image, simplement pousser la porte. J'ai trop de crainte pour cela, d'incertitude, parfois de pitié. On ne vit pas longtemps comme les oiseaux, dans l'évidence du ciel. Et retombés à terre, on ne voit plus en eux précisément que des images ou des rêves. On ne vit pas longtemps comme les oiseaux. Dans l'évidence du ciel. On ne vit pas longtemps comme des oiseaux dans l'évidence du ciel, retombés à terre. Le fait qu'on ne peut dire n'importe quoi est chose à mes yeux très mystérieuse et très réconfortante. La clarté. Dans une journée peut-être de fin d'hiver, vérification faite, c'était le 4 mars de l'an dernier. Voilà donc un an environ. Marchant en compagnie d'amis sans guère parler, à l'intérieur d'un grand paysage descendant en pente douce vers un lointain vallon, sous un ciel gris, et c'est une autre sorte de grisaille qui domine en pareille saison dans ces champs d'ailleurs vides, où personne encore ne travaille, où nous sommes les seuls à marcher, sans aucune hâte et sans autre but que de prendre l'air. Un très ample espace, presque sans couleur, un très ample espace et presque sans couleur, et que ne trouble aucun bruit, de sorte qu'on pourrait même le trouver triste, tant il est privé de signes de vie, de mouvement, comme on en souhaiterait par exemple l'aperçoit d'un oiseau qui le traverserait. Outre que malgré que ce fût en plein après-midi, la lumière même, et même le mot qui l'eût désigné, semblait absente. Quoiqu'il ne fût pas question non plus de parler d'ombre, et encore moins d'obscurité. Un vaste espace ouvert et tranquille. On ne sait qui aurait chargé de figurer le silence, et mieux que cela, quelque chose comme une profonde absence. Jusque-là, rien de particulièrement étrange ou qui pût vous toucher. Au mieux, peut-être, une espèce de prélude à l'on ne savait quoi, avant que ne se mît à sonner, loin, au-dessous de nous, au cœur de tout ce gris presque terne, la petite cloche des vêpres du couvent de la Clarté Notre-Dame, qu'on ne voyait pas encore du fond de son vallon. Je me dis alors, réaction intense et confuse, et que en de pareils moments, avais-je dû réunir ces deux épithètes.
Et que de fois en de pareils moments avais-je dû réunir ces deux épithètes que jamais je n'avais entendu tintement, prolongé, tenace presque plusieurs fois repris, aussi pur dans sa légèreté, dans sa fragilité extrême, aussi véritablement cristallin. Encore que ce que je ne pouvais pas entendre comme une sorte de parole échappée d'aucune bouche, si cristalline qu'elle sembla, parut aussi bizarrement presque tendre. Ah, décidément, voilà qui résistait à la saisie, défiait le langage, comme tant d'autres paroles lointaines. Et ce frêle tintement durait, insistait vraiment à la manière d'un appel ou d'un rappel. Nuages de novembre, oiseaux sombres par bandes qui traînaient, et laissez après vous aux montagnes un peu des plumes blanches de vos ventres. Long miroir des routes désertes, des fossés, terre de plus en plus visible et grande, tombe, et déjà berceau des herbes. Le secret qui vous lie, arrive-t-il qu'on cesse de l'entendre un jour? À la lumière d'hiver. Écoute. Écoute mieux. Derrière tous les murs, à travers le vacarme croissant qui est en toi et hors de toi, écoute. Et puise dans l'eau invisible, où peut-être boivent encore d'invisibles bêtes après d'autres, depuis toujours, qui sont venues, silencieuses, blanches, lentes, au couchant, ayant été dès l'aube obéissantes au soleil sur le grand pré, laper cette lumière qui ne s'éteint pas la nuit, mais seulement se couvre d'ombre, à peine, comme se couvrent les troupeaux d'un manteau de sommeil. Écoute, vois, ne monte-t-il pas quelque chose de la terre, de beaucoup plus bas, comme une lumière par vague, comme un Lazare blessé, surpris par l'embattement d'ailes blanches alors qu'un instant tout se tait, et c'est vraiment où nous sommes, apeurés. Et ne descend-il pas aussi, de plus loin que le ciel, à leur rencontre, d'autres vols plus blancs pour n'être pas passés parmi les racines boueuses? Et ne courent-ils pas à présent les uns vers les autres, et de plus en plus vite, à la manière des rencontres d'amour? On a fait un petit duo. Là, on pourrait mettre un silence, un long silence. Non, une musique, ce serait bien. Mais nous, on ne met pas de musique. On met pas de musique. Donc, il faut le faire écouter, il faut le faire entendre. Qu'on ne met pas de musique. Les événements du monde depuis des années autour de nous, proches ou lointains, mais plus rien n'est vraiment lointain, du moins en un sens, si plus rien n'est proche non plus. L'histoire. C'est comme si des montagnes au pied desquelles nous vivrions se fissuraient, étaient ébranlées, qu'ici ou là même, nous en ayons vu des pensées crouler, comme si la terre allait sombrer. Il y a quelques semaines, j'ai entendu et vu à la télévision un journaliste belge, si c'était bien son métier et sa nationalité, mais peu importe, qui, emprisonné à Damas, je ne sais pourquoi lui-même ne le savait peut-être pas, avait eu la chance rare d'être libéré et de pouvoir, revenu indemne en Europe, faire le récit de ce qui, presque miraculeusement, n'était resté pour lui qu'une triste mésaventure.
relation dont il me restera probablement à jamais ceci de brutalement simple, que suivant un couloir qui le menait, autant qu'il m'en souvienne, de sa cellule au bureau dont il sortirait libre, il avait entendu, de part et d'autre de ce couloir, les cris des moins chanceux que lui, qu'on torturait. J'ai pensé aussitôt que je ne pourrais jamais chasser cette scène de mon esprit, et qu'elle était de nature à saper tout ce que j'avais pu et pourrais encore essayer d'édifier à la gloire de cette lumière terrestre que j'avais eu la chance, indue, sûrement indue, de recevoir en partage dans une désormais longue vie incroyablement abritée et du coup bien peu faite pour que l'on fondât sur elle une pensée qui valût aussi pour d'autres vies. Attends. Il faut trouver quelque chose qui équilibre face à ces grands découragements. Oui. Écoute ce que Jacques Dupin écrit sur Jacotet en relisant La Semaison. D'accord. Je te lis. Jacques Dupin. Nous avons écrit ensemble et séparés, malgré les ombres, dans un même pays abrité qui nous a laissé ses marques et ouvert les chemins. Nous avons marché, lui, Jacotet, plus obstinément, avec plus de constance et de fidélité à l'approche de la lumière malgré. Eh ben voilà. J'écris ces lignes aujourd'hui, 8 novembre 2012. Au-delà de ma fenêtre, les arbres, à peine commençant à jaunir ici ou là, les quelques nuages toujours changeants, mais clairs comme des ballots de neige en voyage dans le grand ciel, restent encore aussi parfaitement beaux et paisibles, comme pleins de bonté tout involontaire. De la lumière malgré. Tu sais, Jacques, oui. Ce que Jean Bazaine écrit. Jean Bazaine écrit: la peinture a besoin d'hommes qui se noient. L'artiste ne dit pas ce qu'est la vérité, mais oubliant toute science toute faite, il sait de ses mains qu'être vrai, c'est accepter de ne plus savoir pour se souvenir, ne plus voir pour entendre. C'est pratiquer dans l'ignorance son art, seul, têtument, et comme une cure d'idiotie. Si l'artiste est doué de quelque chose, c'est d'un manque. S'il a reçu quelque chose, c'est quelque chose en moins. Roger Blin, qui bégayait fortement, et à qui l'on demandait « Mais pourquoi êtes-vous devenu acteur ?» répondait « Parce que j'étais bègue. Si j'avais été manchot, je serais devenu peintre. » Le fait que l'on peut dire n'importe quoi est chose à mes yeux très mystérieuse et très réconfortante. Les artistes sont tous sauf des créateurs. Ce mot ridicule dont tout le monde s'affuble. L'artiste ne crée rien du tout. Il écoute, assemble, détourne, retrouve, montre ce qui est. C'est un réaliste profond toujours. Et un observateur tactile du réel par dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Rien, il ne crée rien. Il dévoile ce qui est là, il rappelle et désoublie. Tu me diras que le mot désoublié n'est pas dans le dictionnaire. Tu me diras aussi qu'est-ce que ça fait ce texte ici, c'est un texte de Valère Nouvarina. Mais oui. Tu peux dire la dernière phrase, c'est ça? L'artiste ne crée rien du tout. Il dévoile? Il dévoile ce qui est là, il rappelle et désoublie. Il rappelle et désoublie? Oui, ça me faisait penser à Philippe Jacotet, qui écrit... Ça, c'est Jacotet. Il arrive que l'on croit marcher dans un espace autre, inconnu,
qui serait pourtant la terre natale. Oui, c'est ça, c'est se souvenir, mais je vois, c'est pas le devoir habituel de pas, c'est se servir de l'oubli et en sortir peut-être. C'est ça, désoublier. D'écho avec cette galerie. La tâche aussi du lecteur de poésie. Ah. Et lui, l'artiste réaliste a les pieds sur terre. Et comme tout bon poète, il a fait son initiation. Il a parlé des fleurs, des petits oiseaux, et il a aussi écrit Sous la lune. Peut-être il a écrit comme tout. Non mais c'est ça. Sur les pas de la lune. Le silence presque absolu qui se fait parfois au dehors, même dans une grande ville, à la fin de la nuit, ne m'est jamais apparu comme un bonheur. J'en étais effrayé plutôt. Cette nuit, vers les 3 heures du matin, je me suis levée brusquement parce qu'une clarté assez vive avait atteint le lit. C'était une fois de plus la lune, mais un simple croissant parmi des constellations différentes à cause de l'heure. Il faisait froid. Il me semblait n'avoir jamais vu Orion si clair, si proche. Le silence était absolu, au point que je n'entendis pas un bruit, ni de vent, ni d'oiseaux, ni de voiture, pendant peut-être une demi-heure. L'effroi me prit, et toutes sortes de pensées se bousculèrent en moi. Je viens de faire une... Oui. Je dis rien, justement. Je disais rien, là je fais une coupe. Je viens de faire une coupe. D'accord. Donc tu peux enchaîner dessus. Tout au contraire de cette nuit d'effroi effrayante. Tout au contraire, en cette nuit de lune dont je veux parler à présent, le silence semblait être un autre nom pour l'espace. Le silence semblait être un autre nom pour l'espace. C'est-à-dire que les bruits très rares, ou plutôt les notes, qui étaient perçues dans la fosse nocturne, et en particulier le cri intermittent d'une chouette, ne s'élevaient que pour laisser entendre des distances, des intervalles, et bâtir une maison légère, immense et transparente. Je coupe nouveau conseil de la lune de l'autre. Je vais citer. Je parlerai encore d'une nuit de lune, mais cette fois lointaine et cachée, car si l'astre éclairait la nuit au dehors, je ne voyais de mon lit que la fenêtre comme de la brume dans un cadre noir. Peut-être s'il y avait eu des agneaux campés devant la maison, aurait-ce été la même espèce de clarté. J'imaginais ces bêtes pures, vouées à la lune, et je me rappelais soudain une phrase écrite sur des feuilles d'or, ainsi que Rimbaud le souhaitait de sa vie, la formule que l'on retrouve sur plusieurs lamelles orphiques, avec lesquelles donc on enterrait les morts, avec des devises, des phrases. Agneau, je suis tombé dans le lait. Agneau, je suis tombé dans le lait. Mot de passe peut-être, que l'on n'a jamais pu interpréter définitivement. Courte phrase qui pourtant me semble posséder un étrange pouvoir assez proche de celui de toutes ces nuits qui m'ont touché depuis que j'habite notre haute maison. Quand je vais dire la dernière phrase, je vais la redire pour essayer de voir le... On n'a jamais pu interpréter cette courte phrase qui pourtant me semble posséder un étrange pouvoir assez proche de celui de toutes ces nuits qui m'ont touché depuis que j'habite notre haute maison. Haute maison, je peux faire comme ça. À Grignan, parce que nous sommes à Grignan. Nous sommes à Grignan, la haute maison est à 2 pas d'ici. C'est là où se trouve son bureau, en haut de la haute maison. Où il traduisait. Il traduisait. Avec enthousiasme.
Le poème de Mandelstam de 1921 qui commence par le vers « Je me suis lavé de nuit dans la cour » représente à mes yeux un modèle de poésie, réconciliant le proche et le lointain à partir des choses les plus simples, rudes sans être crispé, douloureux mais sobre. Je me suis lavé de nuit dans la cour. Le ciel brillait d'étoiles grossières. Je me suis lavé de nuit dans la cour. Le ciel brillait d'étoiles grossières. Leur lueur est comme du sel sur la hache. Le tonneau plein jusqu'au bord, refroidi. Le verrou est tiré sur le portail. Et la terre en conscience est rude. De trame plus pure que la vérité de cette toile fraîche, on n'en trouvera pas. Dans le tonneau, les toiles fond comme du sel et l'eau glacée se fait plus noire. Plus pure la mort, plus salé le malheur, et la terre plus vraie et redoutable. Tu vas peut-être leur dire ça. Oui. Plus pure la mort, plus salé le malheur, et la terre plus vraie et redoutable. La difficulté n'est pas d'écrire, mais de vivre de telle manière que l'écrit naisse naturellement. C'est cela qui est presque impossible aujourd'hui. Mais je ne puis imaginer d'autre voie. Poésie comme épanouissement, floraison ou rien. Poésie comme épanouissement, floraison ou rien, c'est bien ça. Martinet. Ah, chouette, des oiseaux. Au moment orageux du jour, au moment hagard de la vie, ces faucilles au ras de l'appareil. Tout crie soudain plus haut que ne peut gravir l'ouïe. J'ai les distances. Tournent les martinets dans les hauteurs de l'air. Plus haut encore, tournent les astres invisibles. Que le jour se retire aux extrémités de la terre, apparaîtront ces feux sur l'étendue de sombres sables. Ainsi nous habitons dans un domaine de mouvement et de distance. Ainsi, le cœur va de l'arbre à l'oiseau, de l'oiseau aux astres lointains et de l'astre à son amour. Ainsi, l'amour dans la maison fermée s'accroît, tourne et travaille, serviteur des soucieux portant une lampe à la main. Ainsi l'amour dans la maison fermée s'accroît, tourne et travaille, serviteur des soucieux portant une lampe à la main. On coupe aussi peut-être le rouge-gorge. On a le temps de dire. Mais non, je ne sais pas si on peut dire. Il faut faire des coupes parce qu'on est déjà. On ne dit pas alors, on dit Non. travaillant au jardin. Je vois soudain, à 2 pas, un rouge-gorge. On dirait qu'il veut vous parler, au moins vous tenir compagnie. Minuscule piéton, victime toute désignée des chats. À peine une braise qui sautillerait, ou un petit porte-drapeau, messager sans vrai message, l'étrangeté insondable des couleurs. Cela ne pèserait presque rien, même dans une main d'enfant. Cependant, vous parvient aux oreilles par intermittence le bruit discret, comme prudent, des dernières feuilles du figuier. Celui plus ample mais plus lointain des hauts platanes d'un parc. C'est la rumeur du vent invisible, le bruit de l'invisible, à l'abri duquel le rouge-gorge et moi vaquons à nos besognes. Lui, le porte-lanterne, l'imprudent sirop d'un chat. Tu fais un rappel utile. Ah. On est à Grignan, quoi. Faut ça. Donc je coupe le Rimbaud aussi. Non, vas-y. Non, Non, vas-y. Ça commence par loin des oiseaux, des troupeaux, des villageoises, je buvais
accroupi dans quelques bruyères, entouré de jeunes bois de noisetiers, de tendres bois de noisetiers, d'accord. Accroupi dans quelques bruyères, entouré de tendres bois de noisetiers, par un brouillard d'après-midi tiède et vert. Que pouvais-je boire dans cette jeune oise, ormeaux sans voix, gazon sans fleurs, ciel couvert? Que tirais-je à la gourde de Colocasse? Quelques liqueurs d'or, fade et qui fait suer, telle j'eusse été mauvaise enseigne d'auberge. Elle termine. Jusqu'au... Mais oui, Ah, faut faire bravo. fort. Puis l'orage changea le ciel jusqu'au soir. Ce furent des pays noirs, des lacs, des perches, des colonnades sous la nuit bleue des gares. L'eau des bois se perdait sur des sables vierges. Le vent du ciel jetait des glaçons dans la mare. Or, tel qu'un pêcheur d'or et de coquillages, dire que je n'ai pas eu souci de boire. Mais retourne à Jacotet, c'est ça. Maintenant, nous montons dans ces chemins de montagne, parmi des prés pareils à des litières, d'où le bétail des nuages viendrait de se relever sous le bâton du vent. On dirait que de grandes formes marchent dans le ciel. La lumière se fortifie, l'espace se croît, les montagnes ressemblent de moins en moins à des murs. Elles rayonnent, elles croissent elles aussi. Les grands portiers circulent au-dessus de nous. Et le mot que la buse trace lentement, très haut, si l'air l'efface, n'est-ce pas celui que nous pensions ne plus pouvoir entendre? Qu'avons-nous franchi là? Une vision, pareille à un labour bleu. Garderons-nous l'empreinte à l'épaule plus d'un instant de cette main? Poésie comme épanouissement, floraison ou rien. Je vais arroser un peu. Ouais. Je vais te soutenir. Que pouvais-je boire cette... Telle juste semblait mauvaise enseigne d'auberge. Dire que je n'ai pas eu souci de boire. Alors, du coup, je propose. Exemple, poésie comme épanouissement, floraison ou rien. Au liseron des champs, ou plutôt comme ça plutôt, au liseron des champs. Encore? Encore des fleurs, encore des pas et des phrases autour de fleurs, et qui plus est, toujours à peu près les mêmes pas et les mêmes phrases. Je recommence parce que ça a recommencé l'émerveillement, l'étonnement, la perplexité, la gratitude aussi. Ce qui s'ouvre à la lumière du ciel, ces fleurs à ras de terre, comme de l'obscurité qui se dissiperait, ainsi que le jour se lève. Les liserons des champs, autant de discrètes nouvelles de l'aube éparses à nos pieds. Autant de bouches d'enfants disant aube à ras de terre. Ou de modestes coupes à nos pieds. Pour y boire quoi? Chose sans nécessité, sans prix, sans pouvoir. Fleurs que pourtant je n'avais jamais vues plus proches, plus réelles, peut-être à cause du nuage imminent de la fin, comme on voit la lumière s'intensifier quelquefois avant la nuit. Hölderlin dans le Rhin,
et pensant au fleuve, a écrit que ce qui sourd pur est énigme. Énigme, ce qui sourd pur. Il en va exactement ainsi de ces fleurs. Leur lumière incompréhensible est l'une des plus vives que j'ai jamais vues. Après tout, il se pourrait qu'on ne pût jamais en dire plus, mais on l'emporte avec soin. Et s'il y avait un intérieur des fleurs, par quoi ce qui nous est le plus intérieur les rejoindrait, les épouserait? Elles vous échappent, ainsi elles vous font échapper ces milliers de clés des champs. Pourrait-on en venir à dire que si l'on voit, dès lors que l'on voit plus loin que le visible malgré tout? Ainsi, par les brèches frêles des fleurs. Comme si un homme très voûté lisait un livre à même le sol. Sa dernière lecture. Ben voilà, la clarté. Je reviens à la clarté. 27 octobre 2016. Si j'ai longtemps mis de côté en réserve ces pages, ce n'est pas que je les condamne ou seulement les regrette, c'est surtout qu'elles s'achevaient sur une espèce de résultat qui n'en était pas un, puisque je n'ai pu mieux faire que buter toujours sur les mêmes métaphores, la même traduction. C'est que c'est aggravé depuis le tonnerre dont le grondement se rapproche, qui ferait fuir les vrais oiseaux et se terrer dans leur tanière même les bêtes les plus braves. Et ce bref récit qui toujours me hante du journaliste réchappé des prisons de Bachar el-Assad et qui au moment d'être relâché avait marché en entendant autour de lui les gémissements des torturés. Je n'ai jamais pu me défaire de ces échos montés de l'enfer. Il se pourrait, je l'ai dit, que cela se soit produit dans les prisons souterraines de Palmyre. Alors qu'en 2004, avant le désastre, j'avais pu y faire tout au contraire des pas enchantés, des pas enchantés. Comment, après cela, croire encore aux enchantements ? Je devrais, ici parvenu, figurer sur la page un blanc immense, y inscrire un silence de mort et reculer. Reculer infiniment devant ce mur. Là, c'est au retour d'un voyage en Israël. De Jacoté. Il écrit dans Cahier bleu: on pourrait imaginer, malgré tout, que circulent encore d'un bout à l'autre de la terre pas encore exténuée des bandes sans nom et sans drapeau, pas du tout des sectes, lesquelles sont toutes probablement des engences nées du crétinisme. Des espèces de voyageurs, au sens propre du mot, ou voyageurs du dedans seulement, plus ou moins obscurs et même quelquefois minables, pas davantage des stars du vagabondage, tout juste des gens, comme cela, sans lien explicite les uns avec les autres, mais qui auraient en commun de persévérer au milieu des pires débâcles,
avec la résistance involontaire, même pas héroïque, à peine consciente, de ces insectes tels que les scorpions, dont on assure que l'armure résisterait aux pires irradiations, alors qu'eux n'ont même pas d'armure, ou n'en voudraient pas, mais seulement la capacité, parfois, d'un sourire, franc ou timide, quelques mouvements de compassion vrais, de loin en loin, un geste de bonté vraie, une patience presque inlassable. À croire que les uns et les autres auraient reçu tout de même de la vie, sans l'avoir cherché ou demandé, ou ne cherchant et ne demandant rien ou pas grand-chose, de légers viatiques, pas les mêmes pour tous, mais suffisants, jusqu'à preuve du contraire, pour les maintenir en mouvement jusqu'à leur dernier souffle. Après quoi, silence. Ce serait alors une sorte de dernier espoir à espérer, que leurs pas, sur les chemins du dehors ou du dedans, dessinent, indépendamment de toute appartenance à un groupe et de tout programme, gratuitement, un réseau qu'on voudrait aussi invisible et aussi fertile que celui des racines dans la terre. Au col de l'Arche, s'il y avait, s'il pouvait y avoir encore aujourd'hui une ouverture, un ray de lumière sous la porte cloutée, et pour une fois, je ne perdrai pas un instant à l'obturer de tout ce qui, maintenant et depuis toujours, le met en doute. Je ne perdrai pas un instant à louvoyer, à larmoyer. S'il pouvait y avoir encore quelque chose aujourd'hui, comme une ouverture, ce devrait être celle-là pour moi, mieux qu'aucune autre. Quand même, cela paraîtrait ne vouloir rien dire, me raccrochant à ce nouveau non-sens, faute de plus probante raison. Ce bondissement, ces bonds des eaux alpestres, des eaux glacées à la fin du jour, cette chute rieuse, réjouie, ravie, cette dévalée ou dévalade des eaux. À côté du sentier que nous remontions, essoufflés par la pente, frissonnant un peu, parce que la nuit rapidement tombait, était tombée. Elles étaient encore claires, au point d'être à peine visibles, d'exister à peine pour les yeux, de seulement faire mieux voir, faire briller les schistes du fond. Rieuse, réjouie, ravie. C'était quand j'y ressonge plus caché, plus évasif, plus lointain que cela. Comment cela pouvait-il sourdre de ces pierres, de ces masses énormes, graves, immobiles, presque une canonnade? C'est pourquoi rieuse, réjouie, ravie ne convient pas à ces eaux. Fougueuse, violente, mais non cruelle, non guerrière, fraîche, usée par rien, troublée par rien, première. Le plus étrange étant peut-être qu'elles fussent à la fois l'image du temps le plus rapide, le plus preste, le plus allègre, et hors du temps, ou du moins inaltérées par le temps, les plus désaltérantes d'être inaltérées. Torrent, choisi pour dernier mot, quoi qu'il puisse advenir ensuite de celui qui l'aura tracé, du fait même que l'épithète dernier ne peut en aucun cas lui convenir, parce qu'il jaillit, se rue, abonde, comme personne jamais n'aurait imaginé que cela pût se faire à partir de la pierre, du fond de ces grands tombeaux froids. Fraîcheur, là pourrait être le secret, le foyer, prestesse, allégresse. Mais ce n'est pas assez qu'il court ainsi sans s'user, sans se corrompre, éternellement rapide et jaillissant. C'est sa fraîcheur, fichée dans le froid de la nuit, de l'altitude, qui vous fait arrêter là, en esprit, pour un instant, pour très longtemps, pour toujours. Serait-elle par nous, sans qu'on puisse comprendre comment, saisissable, imaginable, approchable? L'éternité n'est pas autrement fraîche.
Voilà ce qui semble être dit par le torrent. Pourtant que je ne l'oublie pas, ce n'est pas une voix, malgré les apparences. Ce n'est pas une parole, ce n'est pas de la poésie. C'est de l'eau qui bouscule les pierres, et j'y aurais trempé les mains. Il ne faut ni orner, ni troubler, ni freiner ce cours. Que l'on puisse y tremper les mains et même les lèvres est rigoureusement vrai. Mais est-il moins rigoureusement vrai que ce n'est pas seulement de l'eau qui dévale de ces montagnes? N'est-ce pas cela que j'ai cru comprendre ailleurs, à propos d'une combe, d'un verger, d'une prairie, qu'en les traversant, je me laissais traverser par eux? Le torrent parle si l'on veut, mais avec sa voix à lui, le bruit de l'eau. Serait-ce donc, sans m'en être avisé jusqu'ici, l'esprit décidément bien lent, bien obtus, je cherche à dire l'intérieur de ce bruit, de cette course, l'invisible en ses eaux, par quoi elle touche ce que j'aurais en moi d'invisible. Torrent, ce qui brûle, comme si la chose la plus fraîche pouvait être une flamme, un instant, entre deux mondes, et que le voyageur âgé, se retournant au moment de passer le col vers sa déjà lointaine enfance, eut, l'espace d'une seconde, l'illusion de rejoindre plutôt ce qui encore l'attendrait. Et là, il n'y aurait qu'à laisser se reposer. On dirait, on déclarerait même pas que c'est la fin. On peut légèrement rallumer la salle. Mais je serais, comme on l'a terminé en avance, je serais pris de l'envie d'en rajouter un petit. Non, parce que je dirais par exemple, tu peux mettre un tout petit peu la salle, parce que tout est dit. Et c'est effectivement une belle fin. Moi, au col de l'Arche, c'est magnifique, légèrement. Oui, très bien, légèrement. Je me dis, je suis agité de cette envie de dire cela, qui apparaît là dans ce poème Pensée sous les nuages, le rapport, la présence de l'au-delà. Voilà. Va dans l'au-delà. Voilà, j'y vais. Je pense qu'il y a cette intention dans son trait, c'est d'aller toucher un peu. L'au-delà. Il est dans l'ici-bas, Le torrent. comme il le dit. Oui. Je ne crois pas décidément que nous ferons ce voyage à travers tous ces ciels qui seraient de plus en plus clairs, emportés au défi de toutes les lois de l'ombre. Je nous vois mal en aigle invisible à jamais tournoyant autour de cimes invisibles, elles aussi par excès de lumière. À ramasser les tessons du temps, on ne fait pas l'éternité. Le dos se voûte simplement comme aux glaneuses. On ne voit plus que les labours massifs et les traces de la charrue à travers notre tombe patiente. Il est vrai qu'on aura peu vu le soleil tous ces jours. Espérer sous tant de nuages est moins facile. Je ne crois pas décidément que nous ferons encore ce voyage, ni que nous échapperons au Merlin sombre, une fois que les ailes du regard ne battront plus. Des passants. On ne nous reverra pas sur ces routes, pas plus que nous n'avons revu nos morts, ou seulement leur ombre. Leur corps est cendre, cendre leur ombre, et leur souvenir la cendre même. Un vent sans nom et sans visage la disperse, et ce vent même, quoi l'efface? Néanmoins, en passant,
nous aurons encore entendu ces cris d'oiseaux sous les nuages, dans le silence d'un midi d'octobre vide. Ces cris épars, à la fois près comme très loin. S'ils sont rares, parce que le froid s'avance, ils sont rares parce que le froid s'avance telle une ombre derrière la charrue des pluies. Ils mesurent l'espace. Et moi qui passe au-dessous d'eux, il me semble qu'ils ont parlé. Non pas questionné, appelé, mais répondu. Sous les nuages bas d'octobre, et déjà, c'est un autre jour. Je suis ailleurs. Déjà, ils disent autre chose, ou ils se taisent. Je passe, je m'étonne, et je ne peux en dire plus. Mais je veux pas faire la fin avec ça. Je ne veux pas faire une fin. Peut-être, il y a Joanneau qui m'a envoyé un mot en me disant que l'effacement soit ma façon... Là, une pause d'école, c'est absolument pas prévu. Que l'effacement soit ma façon de resplendir. Que l'effacement soit ma façon de resplendir. Oui, salut, moi.